bon, Pépère? Allez, vite sur le plateau. Oh là 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 là, oh là 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 là, quelle image! Et la joie du pistolero à l'arrivée. Et bienvenue dans un nouvel épisode de Chasse Patate. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer les premières courses World Tour du mois de mars, à savoir le Paris-Nice, le Tirreno, et on va également parler de Milan-San Remo qui arrive dans quelques jours, là, ce week-end. Donc pour m'accompagner, nous avons un habitué, Alexis. Bonsoir. Voilà. Un autre habitué, même si il vient pas tout le temps, c'est Cyril. Bonsoir. Et un nouvel invité, c'est Alex, en direct des États-Unis. Salut. Voilà, c'est notre envoyé spécial un petit peu. C'est ça. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va s'attaquer donc au Paris-Nice, au Tirreno, et on va également un petit peu parler de Milan-San Remo sans vraiment entrer trop dans le détail, puis on va faire un petit peu les pronostics. Mais il y a beaucoup à dire sur les deux courses du mois de mars qui ont presque ouvert le World Tour, parce qu'il y a le Tour Down Under, mais c'est quand même les deux premières grosses courses qui sont vraiment historiques du calendrier. Donc on va commencer par le Paris-Nice, la course française, la course au soleil. Alexis, je te laisse la parole pour nous présenter cette magnifique épreuve. Donc Paris-Nice a été gagné par Geraint Thomas, juste devant Contador et Richie Porte. Il faut noter la belle quatrième place d'Inur Zakarin et des deux Français Galopin et Bardet, qui font respectivement 8 et 9e. En ce qui concerne le classement par points, c'est Matthews qui l'emporte, exactement comme l'année dernière. Et Antoine Duchesne, c'est pas l'Antoine, c'est ça, hein, je me trompe pas. Oui. Remporte le maillot à poids. Il faut noter côté français, en plus des bonnes places au général, une victoire pour Desmar, une victoire pour Bouhanni, et peut-être une deuxième s'il n'avait pas fait un peu le con en fin d'étape. Et surtout cette dernière étape de Paris-Nice qui était une étape de folie. Voilà. On s'est bien régalé devant, c'était superbe à voir. Voilà. Ok. Ouais, tu dis que les Français ont quand même ont bien performé. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient beaucoup mieux, notamment de Bardet, je pense, qu'une une 9e place, je crois. Donc, 9e place. Voilà. C'est vrai qu'après son bon tour de Man, hein, c'est ça, il a fait deuxième, je crois, ouais, derrière Nibali, ouais. C'est vrai qu'on aurait pu attendre mieux, mais bon, 9e, ça peut passer encore. Ouais, c'est le début de saison, on va dire. Peut-être un profil moins fait pour lui, je sais pas. Je sais pas trop. Oui, en fait, avec l'annulation, on va en parler justement. Annulation d'une étape, l'étape. Ah ouais, j'ai oublié ça. Montbrouillé. Le Montbrouillé, exactement. Je sais plus la combienième c'est d'ailleurs, c'est un La peu. troisième, il me semble. La Troisième, troisième en comptant le prologue. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, il y a toujours pour compter les étapes, c'est toujours le bordel parce qu'il y a un prologue. Prologue, étape 1, 2, 3. Donc c'est la quatrième et étape 3. Ok, pas de souci. Donc voilà, le Montbrouilly qui a été arrêté tout simplement en cours d'étape, hein, parce qu'il y a eu des chutes de neige assez importantes. Et j'entendais quand même pas mal de personnes dire, une fois que la neige s'est arrêtée, pourquoi ils repartent pas. Bien sûr. Trop tard. Oui, ça me paraît bizarre. Je pense qu'une fois que l'annulation est actée par la direction de course, je les vois mal revenir. Ah non, enlevez vos... enlevez vos jogging là, vous remontez sur les vélos, ça fait un peu bizarre. Mais qu'est-ce que vous en pensez de l'annulation de cette étape? Ça a été un petit peu quelque chose qu'on a beaucoup vu dans ce début de mois de mars, puisque Tirreno, on va en parler, il y en avait aussi une. Mais là, sur l'annulation du Montbrouilly, qu'est-ce que vous en avez pensé, Alex? Alors moi je pense que c'est normal. Enfin vu les conditions, c'est totalement impraticable. On peut pas passer, on peut pas grimper. Et surtout les descentes dans ces conditions-là, c'est non. On passe pas en fait. Donc justifié pour moi, très justifié. Ouais, bah oui. Après, il y a des gens qui disaient que justement la descente était plutôt praticable. Enfin, bon, voilà. Après, c'est la différence avec celle de Tirreno, c'est que vraiment là, ça a été fait en cours d'étape au vu des conditions climatiques qui étaient au moment T, quoi. Hein. Donc voilà. Cyril, un avis sur la question? C'est le principe de précaution qui a fonctionné. Après, la météo avait l'air complètement compliquée à prévoir parce que au début de l'étape, ou même pendant l'étape, des gens disaient qu'il neigerait pas à certains endroits et au final il neigeait. C'était un peu j'ai suivi l'étape en direct un peu sur internet et c'était un peu le bazar quoi. Personne ne savait trop ce qui se passait et au final ils ont tout arrêté. Et il y avait l'air d'avoir de bonnes raisons. Ouais. Et du coup, ça annule une arrivée qui était sur une cote qui avait des pourcentages assez importants. Et d'ailleurs, les pourcentages, c'est peut-être ce qu'il a manqué à Contador, d'ailleurs, sur l'étape de montagne, parce qu'on va en parler, l'étape de montagne qui arrivait à la Madone du Tel, qui était une montagne qui fait une ascension qui faisait quand même 15 km, mais qui était seulement avec des pourcentages qui étaient, je crois que 5,7 de moyenne, donc c'est pas forcément très pentu, et justement, c'est peut-être ça qui a fait que Contador n'a pas réussi, par exemple, à lâcher Thomas. Donc voilà, est-ce que vous pensez d'ailleurs que cette annulation de Montbrouilly a profondément changé le classement général final? Moi, je pense que oui, mais je vous laisse répondre, Alexis. Profondément changé, peut-être pas. Ça aurait pu. Les trois Porte, Thomas et Contador auraient fini sur le podium, ça c'est sûr.
peut-être une petite chance en plus pour Zakharine, mais j'ai un doute. Mais ça a modifié l'ordre des 3 premiers, certes, mais sinon, on aurait quand même retrouvé ces prénoms-là quand même. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je pense aussi que Dumoulin aurait pu accrocher le top 10 grâce à cette étape. Je pense que c'était plus dans son domaine. Je pense également que Romain Bardet aurait pu faire une belle perf. Je pense que la montée était un peu plus à son avantage. Mais sinon, c'est sûr que le top 3 n'aurait pas changé. Pas beaucoup en tout cas, pas beaucoup changé. Euh, ouais, voilà. Bah, avec des pourcentages plus importants, je pense que Contador aurait largement, aurait pu lâcher Thomas, qui je pense ça a été, a vraiment été très bon sur la Madone Dutel notamment parce que bah, les pourcentages étaient parfaitement adaptés à son profil. D'ailleurs, je pense que Zakharine c'est pareil parce que Zakharine c'est un coureur qui est plutôt massif quoi, donc c'est vraiment des pourcentages qui lui conviennent, les pourcentages qui sont autour de 5-6% et qui vont pas vraiment au-delà. Donc moi je pense que cette étape du Montbrouilly aurait pu justement changer l'ordre et puis on aurait pu peut-être voir un Zakharine un peu plus loin et Dumoulin il s'est raté sur la dernière étape, mais peut-être Dumoulin aussi un peu plus haut, je sais pas trop. Cyril, à ton avis? Profondément changé, je pense pas, parce que c'était quand même. C'est 3 km à 8,5%, oui, c'est épais, mais de là à tout casser, non, mais. Ils ont peut-être échangé des places plus que fait apparaître des gens qui sont pas forcément dans le top 10, quoi. Même Dumoulin, à mon avis, il avait pas les jambes, tout simplement, et je pense pas qu'il aurait fait un truc encore plus vraiment extraordinaire là-dessus s'il a pas fait ailleurs, quoi. Il a pas l'air d'avoir les grandes jambes de la Vuelta, par exemple. Alors Zakharine justement, c'est un petit peu un nom qui fait grincer des dents puisque c'est quand même Ah oui. un coureur de 25 ans qui a éclaté la saison dernière sur Pays Une seule Basque, course. puis Romandie. Bon, un peu plus. Puis sur le Giro, il a gagné une étape aussi. Ouais, sur Non, Romandie, non, il a il a pas gagné d'étape. Si. Sur le Giro, il a rien gagné. Sur le Giro, Ouais, il a fait deuxième. Ouais, il a derrière fait deuxième. Non, Pétancourt, je crois. mais non. C'est l'inverse. Si, Non, si, c'est c'est l'inverse. ça. Vous faites n'importe Non, quoi. non, c'est ça. Zakharine a gagné une étape sur le dernier Giro sous la Non. pluie en battant le peloton. Ah, je te garantis que si. Hein. Ah si, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, je m'impose, il n'y a pas de souci. Il me semble pas. Eh ben vérifie si tu veux, mais moi je te Ah bah, garantis. je vérifie. Je te garantis que Zakharine a gagné une étape sur le dernier Giro, donc il s'est révélé l'an dernier. Ah oui, de façon effectivement. un petit peu pas soudaine, mais Ah il a vraiment explosé l'an dernier. Cette année, il a l'air de confirmer sur le Paris-Nice, mais il a un passif assez sulfureux puisqu'il s'est fait prendre quand il avait 19 ans, il me semble, ou 21 ans, enfin quand il était très jeune en tout cas, à un produit dopant. Il a été suspendu pendant 2 ans et donc là, il est revenu depuis, ça fait 2 ans, 3 ans que sa suspension a été purgée. Du coup, est-ce que, comme beaucoup, vous êtes un petit peu dubitatif devant ses performances à Zakharine? Je pense que Alex, je te laisse parler parce que tu as l'air de vouloir, t'as l'air d'avoir un avis sur la question très tranché. Ah oui, moi je pense que clairement il y a un problème. Je veux dire, Zakharine, j'en avais jamais entendu parler à part pour sa suspension quand il a eu 19 ans. Il revient, il gagne le Tour du Pays Basque. Il y a un problème quelque Non, part. non, quand non, même. non. Il fait 10ème du Tour du Pays Basque, il gagne le Tour de Romandie. Oui, c'est ça, T'as pardon. pas, t'as pas bossé ton Zakharine. Hein. Non, il fait 10e du Tour du Pays Basque et ensuite il fait premier du Tour de Romandie, pas l'inverse. Et ensuite il va aller chercher une étape sur le Giro et on le revoit plus de la saison. Bon, c'est pas terrible, je dirais, et c'est pas très crédible pour moi. À voir hein, ensuite, J'ai envie de te contrebalancer en disant que quand même, Zakharine, c'est un mec qui, chez les jeunes, avant sa suspension, avait quand même des références qui étaient assez importantes. Il avait été champion d'Europe du contre-la-montre, il me semble, ou vice-champion d'Europe du contre-la-montre. Enfin, en tout cas, il avait fait une très bonne performance. Et même depuis son retour après suspension, il réussissait à faire des très bonnes performances, certes sur des courses un petit peu de seconde zone, parce qu'il était chez Itera, il me semble. il était chez Russe Vélo. Ah, Russe Vélo, pardon, excuse-moi. Bon, il y a 2 équipes russes, j'avais une chance sur 2, dommage. Et il arrivait à faire des bonnes performances, certes sur des courses de seconde Sur zone. le Tour de Sochi. Exactement. Mais disons que c'est pas. Voilà, il avait un palmarès de jeunes qui laissait entrevoir un grand espoir. Il s'est fait prendre par la patrouille. Il est revenu. Il a réussi à performer certes sur des courses de seconde zone. Mais il montrait qu'il était toujours présent. La Romandie, c'est pas la seconde zone quand même. Non, après la Romandie, ça c'est quand il a éclos. C'est un peu plus tard. Ouais, bon, à voir en tout cas. Enfin, je dément pas son potentiel de base. Hein. Zakharine, il avait un énorme potentiel avant, il en aura toujours un après. Après, en si peu de temps, battre les meilleurs alors qu'il revient de suspension, peut-être pas. Mais son potentiel de base est énorme, et ça, c'est sûr. Ouais. Puis je pense qu'il souffre un peu du fait qu'il est russe. Hein, et puis que la Russie a. Disons. Une histoire. Voilà, exactement. Dans quatre l'imaginaire collectif du dopage, c'est quand même
un territoire assez... bon, voilà, quoi. Surtout que, il se fait récemment, on a eu les Iglinski, etc. Donc, c'est pas non plus un pays qui a l'air d'être trop sorti. Enfin, c'est pas la Russie, ça, mais c'est dans l'Europe de l'Est, disons. C'est pas forcément un coin qui a l'air d'être très bien soigné. Puis, justement, à Astana, il y a eu quelques problèmes avec le MPCC, donc... non, non, MPCP... Non, comment il s'appelle déjà ce... J'ai eu bon C'est début. ça, oui. Ah, c'est ça. bon. Très bien. J'ai un peu de mal avec les... quand il y a des lettres à dire. Donc voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez de Zakharine, Cyril? Franchement, en ce qui concerne les suspicions, je vais pas rentrer là-dedans. Je sais pas, je sais pas. Après, c'est un coureur, ça ressemble un peu à un Spilak. Et là, il était avec Spilak. Et ce coup-ci, c'est lui qui a réussi. Et des fois, c'est ça, Spilak, un coureur qui a l'air bon sur une semaine et on attend encore de voir sur 3 semaines, quoi. Ouais. D'ailleurs, il me semble que sur les pronostics de ton dernier Giro, tu l'avais mis dans le top 5, il me semble. T'avais craqué ton slip. Oui, c'était sous la. Ah, j'avais mis dans le top 10, Karine. C'était après sur son éclosion sur la Romandie. Il était vraiment costaud, Romandie. Donc, je m'étais Sous, un peu enflammé. sous le coup de l'émotion. Et je crois qu'il va être leader de la Katusha sur le Giro, il me semble. Catalogne. Ah non, mais je pensais sur un grand tour. Je crois qu'il est sur un grand tour. Il sera sur le Giro, ouais. Voilà, Après, en leader, je sais pas. je crois qu'ils ont prévu qu'il soit co-leader avec Taramae. Je crois que c'était ça, la paire. Taramae, oh, mais Exactement. Bon, voilà. Ouais, bah, il va être leader tout seul en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Les mauvaises langues ont parlé. Très bien. Taramae, Non, c'est Joaquin Rodriguez qui sera leader sur Catalogne et Zakharine en deuxième. Non, Catalogne. D'accord, ok. Ouais, en Catalogne. Course du mois de mars, donc qui sera à suivre très bientôt. Et ouais, c'est ça. Et bon, je pense qu'on a fait le tour sur Zakharine et sur l'étape de la Madone du Tel, à moins que vous ayez quelque chose à dire de plus, hein, sur les attaques de Romain Bardet qui en ont énervé plus d'un, qui selon certains ont désorganisé le groupe de derrière qui était en poursuite des gros poissons. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a mal couru, Romain Bardet? Je pense qu'il avait pas de grosses jambes. Alors, il a tenté des trucs, des petites attaques, voir si elle allait pas se détacher. Et après, c'est vrai qu'il prenait pas de relais dans le groupe. Donc, ouais, je pense que. Je sais pas. Ouais, moi, j'ai trouvé que la performance de Bardet était un petit peu décevante parce qu'on l'attendait un peu plus au niveau des meilleurs. On l'attendait au niveau de Thomas derrière. Après, ces escarmouches ont désorganisé le groupe de poursuivants. Mais après, est-ce que le groupe de poursuivants aurait pu rentrer? Ça, c'est une autre question. Moi, personnellement, je vois pas. Il aurait pu rouler. Je pense qu'il aurait pu rouler, mais après ses attaques, je pense que rouler, c'était pas dans son intérêt. Après avoir, c'est sûr que c'était un peu décevant qu'il n'ait pas réussi à accrocher les principaux leaders dès leurs premières attaques. Mais bon. Ouais, celui qui a réussi à faire le jump, c'est Yates, qui a été Yates, le seul à réussir à justement sortir de ce groupe et revenir sur l'avant, quoi. Très bien, très bien. Bon, ben, on peut donc passer à l'étape suivante et à l'autre affaire concernant ceux qui jouaient le général. C'est l'affaire Galopin, qui à mon avis est une non-affaire, mais on va quand même en parler. C'est Galopin qui collabore avec Thomas pendant que celui-ci se fait attaquer de toutes parts par Contador et est en train de perdre le Paris-Nice. Et donc Galopin qui collabore avec Thomas et qui permet à Thomas de rentrer sur le groupe de poursuivants qui était derrière Contador, Porte, putain, il faut que j'arrête de l'appeler comme ça. Porte et Wellens, donc ce trio de tête, et ben voilà, Thomas qui rentre sur le groupe de poursuivants derrière ce trio de tête et qui du coup sauve son Paris-Nice. Alors, est-ce qu'il y a vraiment de quoi s'insurger sur le collaborateur Galopin, Alexis? Bah, moi, ce que je comprends pas, ok, il peut rouler pour attraper les poursuivants. C'est pas le fait qu'il aide Thomas qui me gêne, moi, c'est qu'il roule alors qu'il y a Wellens devant. Enfin, ils Bah, sont bien dans la même équipe, non? Je me trompe pas. dans les faits, en fait, il a roulé avec... pour moi, c'est ma vision des choses, c'est qu'il a roulé avec Thomas pour revenir sur le groupe de poursuivants, pour sauver sa bonne place au général. Mais pour moi, même s'il y a Willems qui est devant, il roule pour revenir sur un groupe qui est intercalé entre les deux. Pour moi, en aucun cas, Ouais, mais forcément, ça fait revenir un peu sur le groupe Contador et Wellens. Enfin, je trouve ça un peu dommage, mais bon. Enfin, Wellens a quand même gagné, ça s'est bien passé. Ça a permis à Thomas de gagner son Paris-Nice. Du coup, rien que pour ça, tu vois, c'est pas bien parce que Contador aurait dû gagner. Voilà. Très bien, très bien. Ouais. Contador vainqueur moral. Non. Je ne comprends pas ta logique. Est-ce que quelqu'un peut venir à mon secours pour expliquer à Alexis pourquoi je trouve pas que c'est... Alex, peut-être Ouais, non, mais sur l'affaire Wellens
il n'y a pas d'affaire, quoi. Tony Galopin, il roule sur Wellens, qui est son coéquipier, mais il me semble pas que Wellens prenait de relais à l'avant. Quelqu'un Non, peut me contredire si il je... lui prenait des relais il jusqu'à prenait des relais. la fin pour après y jouer l'étape, quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Il a collaboré au début, puis après, il a Il laissé un peu s'arrêtait faire les aux deux 3 autres. Ouais. km, je crois, un truc Ouais, comme mais ça. Galopin, il faut faire gaffe, il roulait pour sauver sa place au général et surtout que derrière, il voulait creuser l'écart sur des gens comme Tom Dumoulin qui s'était fait décrocher dans le col d'Aise. Je trouve que le comportement de Tony Galopin de collaborer avec quelqu'un qui avait les mêmes intérêts que lui était totalement naturel. Et Wellens, il jouait pour l'étape, mais même si Galopin revenait, ça faisait deux lotos à l'avant et une possibilité pour Wellens de gagner quand même. Ouais. Moi, j'aurais eu un problème si Galopin roulait avec Thomas dans le groupe de poursuivants qui était directement derrière un Contador. Là, en fait, le problème qu'il y a un groupe intercalé entre Willems et Galopin, c'est en fait Galopin roulait sur le groupe qu'il y avait entre les deux, et une fois qu'il revient dans le groupe, là, il arrête de rouler parce qu'il laisse faire les autres faire le travail, mais je comprends pas où est l'affaire, parce qu'il roule pas directement sur son équipier, en fait, il roule sur un Ouais, mais groupe. attends, ça dépend. Le groupe de poursuivants, il revenait sur le groupe Contador ou il perdait du temps? J'ai Euh, aucune idée. Parce bah, pense qu'il que aurait s'il été- revient bah, sur un groupe qui lui-même revient, c'est con. je pense Alors que s'il revient sur un groupe qui perd du temps, bon, c'est pas grave, il faut se revient sur rappeler ce aussi groupe que et il Dumoulin laisse il partir était Wellens. derrière. Ouais, Dumoulin est derrière. Mais le groupe, je pense que Contador et Porte et Wellens perdaient du temps sur tout le monde sur le plat final, en fait, sur la descente finale. Ils avaient creusé sur la montée, mais sur le... Parce que finalement, il ramène Thomas à un groupe de poursuivants. Donc, du coup, au lieu d'être par exemple 3, ils auraient été 4 à rouler sur Contador et Wellens se serait fait manger, tu vois. C'est pour ça que je trouve ça con en fait. Ouais, C'est logique mon raisonnement. en même temps, ils reviennent sur le groupe de poursuivants à quasiment la flamme rouge, à 2 bornes, je crois, un truc comme ça. Donc, est-ce que tu as le temps de... Déjà, Non, mais Flamme Rouge, c'est pas de bord, mais bon, oui. Oui, non, mais j'ai mis une notion de flou parce que je n'étais pas sûr exactement. C'est de l'à peu près. Entre 1 et 2 kilomètres, si tu préfères. Voilà. ah, mais moi non plus, je vois pas l'affaire, ce n'est pas vraiment une parce que Galopin, au final, il défend sa place en top 10 parce qu'elle n'était pas gagnée. En haut du col, il était plus, je pense, en top 10. Et même, je crois même que quand on parle le groupe sur lequel le groupe intermédiaire, donc, sur lequel il revenait, il reprenait déjà un peu de temps à Valence et Contador parce qu'il y avait quand même il y avait Zacharine, je pense, à l'intérieur qui devait rouler pour protéger ses places, Izaguirre. Et du coup, Galopin, il a roulé pour sa pomme. Et je sais pas, moi je pense que ça fait rien que. C'est pas parce que Galopin va revenir sur le groupe que le groupe va aller plus vite et rattraper Valence. Je vois pas trop le truc, quoi. Bah, si, au lieu de 3 à rouler, ils vont être 4 ou 5 à rouler. Enfin, Ouais, moi je pense pas. Ouais, enfin, en Ouais, même temps... le comportement de Galopin était totalement légitime. Faut arrêter de déconner. Ceux qui ragent, c'est ceux qui supportent Contador. Hein. Après, tu ah, C'est, je peux pas nier cette information. puis Galopin, il prenait pas des relais monstrueux. C'était quand même. C'était Bah, Nao il y avait Nao Nao et Thomas. le Gallois qui prenait les relais, les plus gros relais. Ouais, et Nao, par rapport à Non, Galopin, il Henao, a ouais, vraiment c'est- sauvé le Paris-Nice de Thomas. Ah ouais. Puis Galopin en plus qui avait été lâché dans le col d'Aise à plusieurs reprises, qui était à chaque fois qui avait Ouais, réussi c'était à pas rentrer. Du coup, c'est pas forcément celui qui était aussi le plus frais du trio, quoi. C'est vraiment Henao et puis surtout Thomas. Henao qui l'a beaucoup aidé sur le col d'Aise, comme tu dis, Nao, parce que a fait le voilà, taf, quoi. il a été super bon dans les pourcentages, mais sur le plat, c'est Thomas qui a fait des relais assez hallucinants, ouais, pour revenir. Ouais. Ouais, effectivement, Thomas, il peut carrément remercier Henao qui a été, bah, voilà, il y en a toujours un chez Sky. Enfin, il y Derrière avait le, 4 Sky quand même. Hein. Dans l'avant-dernier col, il restait 4 ou 5 Sky alors qu'il y avait plus de Tinkoff. Donc, bah, il y avait encore Maïchka. Et puis ouais, les Maïchka. Tinkov, il y avait Kizerlovski et Trofimov qui étaient à l'avant en fait, qui servaient de relais. Du coup, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas forcément très nombreux, les Tinkov. Mais les Sky, ils ont toujours quand même, derrière le leader, ils ont toujours un mec qui est toujours super fort. Et ils alternent. Des fois, c'est Porte quand il était encore chez Sky. Des fois, c'est Thomas sur le dernier Tour de France. Et là, c'était Henao qui a été vraiment impressionnant. Et Nao et Nieve aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est Nieve qui faisait l'avant-dernier col généralement, Ouais, avant oh, d'exploser. c'est ça. Roche aussi qui a pas mal travaillé. Et puis Swift, le sprinter, aussi surprenant que ça puisse paraître, a beaucoup Ah ouais, travaillé. mais lui, il passe bien les bosses. Ouais, c'est un des sprinters qui passe très bien les bosses, effectivement, ouais. Arnold Janesson, on en parle? Mais vas-y, je te laisse en parler. 11e de Paris-Nice. Bon, il était perdu de radar et puis là, il revient. Ouais, ça, Et il revient. était dans le groupe des meilleurs là. Bon, ça prouve peut-être rien du tout, mais bon, c'est une bonne performance pour lui. Ouais, puis le fait qu'il soit passé chez Cofidis fait qu'il a plus la concurrence il doit plus travailler pour un Pinot, donc il aura peut-être sa chance dans le reste du calendrier. Ouais.
Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les gens qui jouaient le général. Peut-être revenir Ah, sur les... si. Roland derrière Craddock aussi. Ah ouais, ben Roland, voilà. Ouais, Il était pas leader Roland à la base parce Ben, que il y avait si, Roland si, et si. Talansky qui étaient présents. Donc les deux se sont troués, il me semble. Hein, donc, Ouais, et c'est. Talansky s'est vautré, je crois aussi. Ouais, Bah oui. non, Talansky, il a Spécial. abandonné. Ah oui, Il est pas carrément. tombé? Ouais. Si, il me semble qu'il est tombé, il a Il s'est abandonné. pété le poignet, ouais, dans une descente, je crois. Mais il était déjà largué, je crois, avant, mais. Et du coup, au final, c'est Craddock qui a la meilleure place au général et Roland termine derrière. Bon. Bon. Voilà, Bon, il fallait juste le citer, ça aurait suffi, je pense. Voilà, Roland comme d'habitude, capable du meilleur comme du pire. c'est parce qu'il s'est Voilà. entraîné à l'ancienne, ça, voilà. Ça lui va. Très bien. Revenir donc sur les sprinters, et en l'occurrence sur une autre polémique, putain, que de polémiques dans ce Paris-Nice, c'est la déclassification de Boigny sur la deuxième étape. S'il n'y a pas de polémique. Voilà, alors ben voilà, allons-y, parce Ouais, que pour une fois, je vais pas le défendre. sprint houleux entre Matthews et Boigny qui se termine par un coup d'épaule qui manque d'envoyer à terre les deux, mais finalement ils arrivent à se rétablir et à terminer tous les deux sur le vélo. Boigny remporte l'étape dans un premier temps, puis il y a des classifications. C'est Matthews qui a l'étape. Boigny est quand même troisième parce qu'il y a un écart entre le troisième et le quatrième d'une seconde. Ouais, Du c'est pour coup, ça il a été mis dernier du petit voilà, groupe. tu mets dernier quand tu es déclassifié, tu es dernier de ton groupe, étant donné qu'il y avait un écart entre le troisième et le quatrième, du coup il se retrouve troisième. Donc il termine quand même devant Desmar. Hein. Voilà, c'est pour les... il y en avait qui notaient ça. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de ce sprint Voilà, là encore peut-être une... Je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment une affaire, une polémique comme beaucoup disent, notamment Jalabert qui a dit à la fin de l'étape qu'il comprenait pas trop cette déclassification. Qu'est-ce que vous avez à dire dessus, Alexis Bah, t'as quand même le droit de pousser un peu derrière ça, donner des petits coups d'épaule, frotter, c'est normal. Mais bon, là, ils étaient pas en plein milieu de la route, quoi. Il l'a carrément bloqué dans les barrières. Enfin, j'ai vu des photos. La roue de Matthews et la barrière, elle faisait presque. Enfin, plus qu'un bientôt, tu vois. C'était vraiment très très proche. Peu de choses près, il tombait. Il l'a carrément enfermé alors qu'il tentait de dépasser. Ouais, celle-là, elle est pas très belle, la victoire, quoi. Enfin, le sprint. Il l'a pas eu la victoire en tout cas. Oui, finalement, oui, mais bon, tu m'as compris. Effectivement. Cyril, ton avis sur... Je sais qu'en plus, tu, en tant que fan d'Orica, Matthews, c'est ton protégé. Si s'était retrouvé à terre à cause de Boigny, t'aurais hurlé. Donc, Ah, surtout qu'à la vitesse où il allait, s'il se retrouve à terre, à mon avis, le Milan Sanremo, il pouvait l'oublier. Donc, c'est vrai qu'ils sont pas passés loin les deux. Et voilà, Boigny, il a fait de la merde. Et encore, bon, c'est un sprinter, ça leur arrive de déraper. Mais quand t'as le Jalabert qui a les images et qu'il cherche à le défendre, ça, c'est n'importe quoi. Jalabert, il... Jalabert, il a l'air d'oublier qu'il a perdu toutes ses dents parce qu'il y avait un Ouais, s'il gendarme a de pris la le route. barrière, ouais. Et non, mais, ça le fait rire. Boigny, il a fait, enfin, sur le coup, Boigny, il a fait n'importe quoi. Il est Ouais, mais ça me pas. rappelle le Tour 2010 quand Renshaw s'est fait déclasser parce qu'il avait donné des coups de Ah, tête. c'est pas pareil. Ouais. Ah, Bah, au final, un coup de tête, c'est moins dangereux que ça. Il tente de le taper. Ouais, nous arrachons pas quand même. C'est moins... Enfin, là, sur le coup, c'est dangereux, mais je pense... Alors, je suis d'accord que Boigny fait un peu n'importe quoi parce que pendant tout le long de son sprint, il se déporte et il ferme la porte au dernier moment sur Matthews. Mais je pense il sait que Matthews il est par là, mais c'est pas intentionnel comme pouvait le faire Renshaw non plus. Renshaw il s'est carrément fait. Renshaw, il a regardé dans le blanc des yeux, puis il a fait il toi. s'est fait virer du tour, il me semble. C'est même pas qu'il a été déclassé. c'est Ouais, qu'il s'est non, fait, là, c'est tiré, ouais. Voilà, donc y a pas je pense pas qu'il y ait l'intentionnalité comme il y avait comme il y avait Renshaw, mais je pense que les deux cas sont vraiment différents. Oh oui, Ouais, clairement. enfin, faut faire gaffe quand même. Quand il frotte, il relâche pas l'épaule, il le pousse. Hein, donc, intentionnalité ou pas, il aurait quand même dû enlever l'épaule quand il l'a touché. Ouais. Mais d'ailleurs, je pense que ce qui a vraiment, je pense qu'il y aurait plus de débat parmi les commissaires parce que déjà il y a eu un peu débat, ce qui était très bizarre. Visiblement, Ouais, enfin, c'est-à-dire ouais, qu'il s'est fait, il y a eu déclassification, puis après, au moment où le direct s'est arrêté, ah non, il est peut-être pas, peut-être qu'il va rester premier. C'était, il y a eu un espèce c'était très D'élan bizarre, d'espoir. un beau bazar, ouais. Mais je pense que si Matthews ralentit et ne va pas dans ce petit trou-souris qui est en train de se refermer, ralentit tout simplement et que les deux se touchent pas, je pense que Boigny ne se fait pas déclasser. Malgré que son sprint reste plus que Ouais, limite. Je pense que le contact entre les deux a fait que les commissaires ont dit ouais non il vire Boigny. Il y a Oui, ça qui oui. doit jouer je pense. L'image, j'ai l'impression, quand même, sur le direct, même la photo, quand on voit Matthews qui est à moitié en train de rouler sa barrière. Ouais, non, mais c'est cette photo-là que j'ai vue. Sa roue, elle était à 2 cm du pied de la barrière, quoi. Ouais. C'est un miracle qu'ils arrivent à rester sur le vélo les deux. Non, Boigny, ça va. C'est surtout Matthews qui a opéré un miracle. Enfin ouais, les deux ils sont quand même pas loin de tomber, hein. Boigny ça va. Attends, je regarde les images.
Ah ouais, c'est bon. Ah, et Mathieu, il est quasiment assis sur le vélo de Boigny. Ouais. Non, mais il déconne, mais c'est pas loin. Ouais, mais il a eu sa victoire au final, donc. Ah Ouais. oui, mais il a eu ses 2 victoires, il est content. Hein. Ouais, et puis l'autre, Son il maillot passe de vert. troisième à deuxième, donc ça va, il est content. Ouais, la victoire, il parlait de Boigny, je pense. Ah oui, après, oui. Ouais, Oui, ouais. oui. Enfin, les deux sont contents au final parce que tous les deux ont eu des étapes quoi, dans la poche. Quoi. Et puis, Matthews, avec grande classe, l'a félicité le lendemain. Ouais. Ouais, j'ai vu l'image. Je sais pas si l'inverse aurait été fait, mais bon. Ne partons pas dans ce débat-là. Non, non, très bien, très bien. Ça attaque au corps, là. Je préfère pas, c'est un boxeur, donc on va rester à distance. C'est ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur le Paris-Nice. Finalement, en fait, les quelques polémiques qu'il y avait n'ont pas fait beaucoup de débats ici. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Dommage qu'on ait, dommage qu'on n'ait pas eu quelqu'un de mauvaise foi là pour. Il nous manquait un JB, tu vois, un JB de mauvaise foi qui aurait défendu l'indéfendable. Ça aurait été très drôle. Mais Trifon bon. Ivanov. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Invitation. Pour les Sinon, sur Paris-Nice, il restait aussi l'énorme chute du coureur d'Astana, dont on ne prononcera pas le nom. Daniel Fominic. Voilà. Truc comme ça. Oui, Non, c'est un que peu je c'est veux- ça. Je voulais plus placer. anecdotique. Le non-respect de Alexis, un truc comme ça, il s'appelle un nom de merde là. Ah, le mec. Qui fait le malin tombe dans le ravin, voilà. Très bien, très bien. Voilà. Fominic, vu son palmarès, je suis pas sûr qu'il puisse trop faire le malin quand même. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà, il a est deux tombé dans le ravin, trois. quand même. Il a quoi été champion du Kazakhstan contre la montre, il me semble, un truc comme ça. Je sais il est pas trop mauvais. Enfin bref. Voilà, à noter. Et n'empêche, on l'a appris parce que c'est Astana qui a mis la vidéo de ça en éditorial, je crois. Mais sinon, on le Ouais. savait pas parce que Ouais. ça devait Et se passer l'ambulance dans aussi. les. Oui, voilà. Mais ça se passait loin du Ouais, direct, c'était quoi. dans Du coup, bah, on l'a pas trop vu, mais c'est quand même assez impressionnant parce que il est quand même Oui, bas le ravin. il est tombé de, Ouais, de 10 10 mètres à mètres, peu 10 près. mètres, le ravin. Ah, voilà. ça Devait rappelle, après presque- ça rappelle un petit peu, il y a eu une chute là. Oscar Pereiro. Non, 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 d'un coup, Sur le tour. il y a très peu de temps là, d'un coureur allemand, pareil, qui est tombé sur une classique là, qui est tombé d'un pont Ah ouais, dans l'eau. Dans l'eau. C'était Ah quoi ouais, sur le Nocker Ecoer, je crois, ou le Samin, je sais plus, un truc dans le genre. De quoi Donc, Eric Huerso, c'était aujourd'hui, donc je sais pas Donc dire. non, alors c'était peut-être le Samin ou un truc comme ça. Une Alors, course. Ah, attention, alors là je fais appel à ma mémoire, donc du coup c'est très flou. Ou peut-être c'était sur les 3 jours de la Flandre occidentale, attention. Grand Prix de Lugano, voilà. Ah, dommage. Ah, d'accord. Donc voilà, c'était un. Bon, il était pas très connu, il faisait partie d'une petite équipe allemande, mais Un il était, Fiek, ouais. voilà, il était tombé dans l'eau. Ouais, il est remonté. Et il est remonté avec une clavicule pétée, il me semble, ou une hanche pétée, La voilà, hanche, c'est la ça. hanche, ouais. Ouais, c'est ça. Là aussi, il avait réussi à sortir de l'eau. Christina Jewelry, voilà. Bon, bah, je ferai aucune vanne, sinon ça va tomber à l'eau alors. Oh là 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 là. Bon, il est temps de passer au Tirreno. Donc le Tirreno, je laisse Alex en parler, de vous présenter qu'est-ce qui s'est passé dans les grandes lignes sur cette course. Alors, le Tirreno remporté une grosse surprise parce qu'il n'y a aucun grimpeur dans le top 3. Van Avermaet devant Sagan et Jungels, car l'étape de montagne a été tout simplement annulée par les organisateurs. Avant le jour de l'étape, non? On va en parler. Ouais, on va en parler. Victoire de Gregor Van Avermaet qui bat Sagan. Bon, la malédiction aussi. Il remporte également une étape. Grosse performance des FDJ sur les différents chronos. Johan Lebon, Thibaut Pinot, Sébastien Reichenbach. Grosse révélation de Fernando Gaviria qui a battu Ewan au sprint sur les principales étapes de sprint. Une seule par contre, parce que la plupart étaient pour puncher. Et l'inexistence de Mark Cavendish, malheureusement. On notera la belle place de Thibaut Pinot qui finit 5ème quand même. Maillot vert, maillot bleu il me semble pour Peter Sagan. Le maillot à pois c'est pour Cesare Benedetti de l'équipe Bora Argon 18. Le maillot de meilleur jeune pour Bob Jungels, c'est la meilleure équipe, c'est Ethics Quickstep. Voilà. Très bien, très bien. Bon, bah allons-y. Allons dans la polémique. Là, il y a peut-être une polémique qui a vraiment lieu d'être. C'est l'annulation de l'étape. Parce que notamment, contrairement au Paris-Nice, cette fois-ci, elle se fait la veille de l'étape, la veille avant que l'étape soit courue. Et surtout, le lendemain, donc pendant que les coureurs étaient à l'hôtel, ils faisaient ce qu'ils voulaient, il y a eu pas mal de photos qui sont sorties où on voyait justement l'arrivée de cette étape, les sommets de cette étape qui n'étaient pas du tout enneigés, qui étaient, semblerait tout à fait praticables. Et donc du coup, il y a eu beaucoup de critiques vis-à-vis de l'organisation à cause de ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Cyril, je veux t'entendre. Vas-y. Clash les Italiens, vas-y. Mais ouais, mais c'est même pas moi à les clasher parce que les coureurs ils s'en sont chargés. Ça a chauffé sur Twitter entre certains coureurs, certains qui défendaient
l'indéfendable parce qu'il défendait l'annulation d'une étape qui n'aurait pas dû être parce qu'il n'y avait pas 1 centimètre de neige. Et alors, du coup, quand on voit ça, on se demande même d'où sortaient les photos postées par l'organisation qui nous montraient de la neige et tout. Ils disaient que c'était sur la route. Alors, apparemment, des gens disent il a pris les photos à côté. C'était même pas la route qui était prise en photo, c'était de l'herbe à côté, je sais pas quoi là. Et il y a de ces coureurs qui sont insultés indirectement, même sur Twitter. J'ai vu certains, Tony Martin, qui défendait l'annulation de l'étape face à Pinot et Nibali, qui étaient eux. Bon, Pinot l'a rien dit, mais ça voit qu'il a caissé largement le discours de Nibali qui était vraiment, vraiment, vraiment menaçant envers RCS, qui disait même qu'il voulait pas participer au Giro. Donc, Ouais, et justement, il y a le coureur irlandais Breimer là qui a clashé Brameyer. Nibali, Oui, Brameyer, Clash Brameyer. Nibali Brameyer, ouais. le Ouais. grand descendeur Brameyer, là. Ouais, qui mange des voitures. Voilà, encore une blague de mauvais goût. Hein, je me mets au même niveau que Alexis. Mon Donc niveau. vas-y, ouais, continue, Cyril. Oui, ben voilà, c'est tout. Je pense qu'ils auraient quand même pu attendre le lendemain matin pour annuler l'étape. Ça aurait pas changé grand-chose. Les coureurs, ils se seraient juste réveillés un peu plus tôt que peut-être ce qu'ils ont fait là. Et puis ils auraient envoyé des éclaireurs voir s'il neigeait ou quoi. Et ça paraît bizarre d'annuler une étape la veille et de considérer qu'il va neiger toute la nuit alors que la météo, apparemment, c'est même pas la météo qui disait ça. Moi, j'ai pas vérifié, mais t'as des coureurs qui disaient que la météo n'était pas aussi catastrophique que ça. Alors, je sais pas, c'est bizarre quand même d'annuler l'étape la veille comme ça. C'est de la précaution oui, de la précaution à outrance. Et je comprends que ça emmerde des coureurs qui sont venus là juste, enfin, oui, ben, principalement pour cette étape, quoi. Ok, Alex, ton avis? Ouais, pareil que Cyril, hein, je trouve que l'annulation de l'étape est absolument pas justifiée. Il y avait absolument pas de neige le lendemain. Je pense qu'ils auraient dû faire comme sur Paris-Nice, limite s'il y a une alerte de neige, attendre le lendemain pour voir si ça se calme ou pas. Et si le lendemain il y a trop de neige, ben on annule. L'annulation préméditée, je trouve ça complètement con quand même. Et je pense que la colère de certains coureurs est totalement justifiée. Après, défendre l'organisation. Pas trop d'accord parce qu'il y avait vraiment aucune justification. Donc, je trouve que la polémique pour le coup est vraiment justifiée et qu'il y aurait là justement la montée aurait pu créer de vrais écarts au classement général plus tard au lieu d'avoir un podium Van Avermaet Sagan Jungels, on aurait pu avoir un Nibali Valverde Pino voilà quoi. Je trouve que ça a gâché un petit peu le spectacle pour après. Enfin bon. Ouais, et puis il y a aussi la conséquence directe de cette annulation, c'est effectivement un podium un petit peu rabais qui contient peu de grimpeurs, enfin aucun grimpeur. Mais il y a aussi le fait en fait que les organisateurs aient prévu que le général se joue sur vraiment une seule étape de montagne et vraiment cette étape a été annulée. Du coup, le général a été complètement tronqué. Est-ce que ça vaut pas? Il aurait mieux fallu peut-être aussi que le tracé soit un petit peu mieux fait avec pourquoi pas deux étapes qui pourraient être décisives où vraiment les leaders pour le général pourraient se départager parce que là ça fait pas beaucoup une seule étape donc en fait il y a pas de joker quoi. Qu'est-ce que t'en penses Alexis? Bah, sur une course d'une semaine, ouais, 2 étapes, c'est bien, mais une, c'est faisable quand même, quoi. Si c'est une bonne grosse étape, t'as intérêt à être là au rendez-vous, t'as intérêt à être prêt, quoi. C'est peut-être ça qu'ils recherchaient, ils voulaient pas des... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils voulaient Ouais, vraiment ouais. jouer le spectacle sur cette étape, parce que si tu voulais gagner Tirreno, il fallait tout miser là-dessus. Et bon, malheureusement, bah, comme ça a été annulé, bah, zéro spectacle. Et voilà. Du coup il se mord un petit peu la queue là. Enfin, il fait Bah, ses Pinot disait qu'il était très content après son contre-la-montre par équipe. Il avait une bonne place, il était en avance par rapport à certains. Et finalement, il espérait, il espérait au maximum la 8e place sans montagne parce que sinon, il savait pas comment se démerder. Et finalement, il a fini 5e, donc il s'est bien débrouillé. Mais il avait l'air vraiment ouais, embêté de plus avoir cette étape, quoi. Et Nibali aussi. enfin oui tous les grimpeurs je pense étaient Ouais, pas très contents hein, de toute façon. surtout, surtout j'ai Ouais, vu. mais à voir après, parce que le Tirreno Adriatico, à la base, c'était une course pour puncher. Le profil, il a été altéré que pendant les 5 ou 6 dernières années, si je me trompe pas. Ouais c'est pas faux. Et on a même vu des sprinteurs des fois terminer dans les je pense que Zabel, Petaki etc ont terminé sur des podiums du général du Tirreno il y a quelques années donc Ouais. Bon, après, effectivement. c'est vrai qu'on aurait pu avoir un profil similaire à celui de il y a 1 ou 2 ans avec le Guardigele. Qui aurait été plus sympa d'avoir. Après, c'est vrai que l'organisation aurait pu, si elle aurait voulu faire un truc pour les grimpeurs, de mettre 2 étapes de montagne. Après,
si c'était pour puncher, d'annuler complètement l'étape de montagne et mettre que des étapes de moyenne montagne. L'intérêt d'avoir une seule étape de montagne m'échappe un peu. Après, faut voir. Et puis même cette étape de montagne, c'était certes une étape avec un pas le pourcentage qui aurait pu virer des coureurs comme Van Avermaet, Sagan, etc. Mais c'était pas non plus une étape dantesque comme on a pu y avoir quelques années. Je pense il y avait des arrivées à Prati-Tivo qui étaient des espèces de trucs avec des dénivelés positifs assez hallucinants. Là, c'était pas forcément, c'était une belle étape de montagne, mais c'était clairement pas la plus dure qu'on ait vue ces dernières années aussi. Oula, je vous ai coupé Tu le nous as sifflet. laissé Ah ouais, sans voix. voix, là. Oh là là. Tant de vérité Ouais, qui sortent bon. de ma bouche. Et Non, non. après, Enfin, au final, c'est- ça, Bon, c'est un faut rien débat dire. sur. Après, au final, ça, c'est un débat sur le parcours. Après, les choix de parcours qu'ils font, ils font Oui. ils font ce qu'ils veulent. Certes, Il certes. était pas super le parcours, mais bon. Bon, mais du coup, enchaînons sur peut-être une autre chose qui a rythmé la semaine, c'est à savoir tout d'abord la FDJ sur les chronos, qui d'abord performe, fait 3ème sur le chrono par équipe, et ensuite nous avons Reichenbach et Pinot, qui sont pas réputés pour être des très très bons rouleurs, qui arrivent à conserver leur belle place au général sur le contre-la-montre finale. Donc, comment Même ça à se fait? gagner des places d'ailleurs. Oui, voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette révolution CFDJ? Voilà, ils ont des nouveaux vélos. Qu'est-ce que se passe-t-il, Alex? Moi, je suis pas un spécialiste de vélo. Bon, après, ça peut être l'entraînement. Il me semble qu'ils étaient à Roubaix au début du mois de mars pour perfectionner le chrono parce que c'est ce qui manquait à cette équipe FDJ qui, l'année dernière, a été dans les dernières places. Et on sait que c'était un gros défaut pour Pinot qui perdait énormément de temps contre-la-montre sur les grands tours comme le Tour de France ou le Tour de Suisse d'ailleurs. D'ailleurs, il a perdu le Tour de Suisse sur un chrono. Ah Là, ouais. s'il Ouais. voit qu'il revient sur les chronos, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait travailler les chronos et on voit ça avec les places de Reichenbach, Pinot et surtout Lebon qui termine 13 secondes devant Cancellara et devant des grands spécialistes comme Kirienka ou Tony Martin. C'est un bon présage pour la suite. Derrière Cancellara, par contre. Hein. C'est Cancellara qui Oui, a... oui, derrière Oui, Cancellara, oui. devant Tony Martin et Kirienka. C'est parce que Cancellara qui a explosé... T'as dit... J'ai entendu devant, mais c'est pas très grave. Hein. Mais Cancellara qui a explosé le dernier chrono, qui a mis vraiment une claque à tout le monde, de façon assez impressionnante. Il est prêt pour les classiques, j'ai envie de dire. Et les FDJ, justement, Pinot, on sait quand même que c'est un coureur qui a beaucoup progressé sur les contre-la-montre. Déjà, il l'a montré sur les derniers Tours de France, où il nous a sorti à chaque fois des chronos qui nous ont surpris à chaque fois. Donc voilà, hein, c'est presque... Moi, ce qui me surprend le plus, c'est plus le collectif FDJ plus que Pinot en lui-même. Reichenbach, qui est vraiment un gabarit, tout petit, le Suisse grimpeur, là, qui arrive à faire des très bons chronos, et puis le contre-la-montre par équipe. La FDJ qui avait gagné le contre-la-montre par équipe au mois de février sur la Méditerranéenne, il me semble. Donc, ouais, faut voir le plateau là aussi sur la Méditerranéenne quand même. certes, mais c'était les prémices, quoi. Cyril, qu'est-ce que tu penses de ces progrès? Mais c'est satisfaisant de voir que des Français savent progresser, pas comme certains. Alors, on voit qu'il y a un travail de fond, collectivement, individuellement, même sur le matériel. Voilà, c'est bien. FDJ, 3ème du chrono par équipe du Tirreno d'ailleurs, il me semble. Et voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais oui. Et alors, j'ai lu quelque part sur le forum, je ne sais pas si c'est la vérité, mais que visiblement Anthony Roux, il me semble, l'an dernier sur les championnats du monde de contre-la-montre, avait couru ces championnats du monde non pas avec un Lapierre, mais avec un Chive, donc une autre marque de vélo, et il disait que la différence de performance était 2 secondes au kilomètre, ce qui me paraît assez monstrueux. Ça fait beaucoup de secondes. C'est Ouais, ça fait énorme. beaucoup, là. Sur 50 km en plus. Non, c'était pas 50, c'était sur 20 km championnat du monde. 20 secondes à la fin quand même, ça fait une sacrée différence. Ouais, non, mais j'ai trouvé ça. Voilà. Alors là, c'est quelque chose que j'ai lu, source non vérifiée. Attention, travail journalistique de folie, hein, je tiens à vous le dire. Mais voilà, je tenais à le relayer. Donc au moins c'est fait. En tout cas, si vous m'auriez dit avant le tour ben, vous m'auriez montré le parcours de Tirreno en enlevant l'étape de montagne avant qui commence, et que vous m'auriez dit que Thibaut Pinot ferait 5ème, j'aurais quand même eu du mal à le croire, et c'est très très encourageant. Voilà. Ouais. À voir s'il a pas perdu en montagne. Bon, on espère. Oui, que- ouais, c'est quand Il même. faut qu'il confirme après sur des courses où va vraiment y avoir de la montagne Ouais. et du chrono. Le Tour de Suisse, je pense, peut-être prendre sa revanche sur l'année dernière, à voir. Ouais. Après, il a quand même un gabarit particulier, Pinot, donc du coup, c'est un mec qui, vu son Oui. gabarit, pouvait performer en contre-la-montre. C'est juste qu'il faisait pas du tout cet exercice, du coup, c'est peut-être pour ça qu'il était vraiment pas très performant au début de sa carrière. Il y a aussi ça.
Sinon, j'ai lu quelque part que sur Twitter, il me semble que Oleg Tinkov, le président de l'équipe Tinkoff, donc, il a écrit que, enfin une blague, mais j'aurais bien aimé que ça se réalise, que si les coureurs de la Tinkoff ne gagneraient pas devant sa villa à Lido di Camaiore, il arrêterait le sponsoring de l'équipe. Ah oui, oui. Enfin, Bah, tout ce qu'il dit Stinkov. Voilà. Très bien, alors, passons donc à la malédiction Sagan, qui encore une fois perd face à Van Avermaet, qui va devenir sa bête noire. Hein. Je pense que c'est la première fois de sa vie que Van Avermaet devient une bête noire de quelqu'un, parce que lui aussi il gagnait pas vraiment. Ah ouais, ça Donc, fait 2-3 fois maintenant bah, qu'il gagne. sur les- l'étape, après le tour. le tour l'année dernière, sur l'Etniusblad, et là, encore une fois, sur le Tirreno, donc même au général, et également sur une ou deux étapes où il termine derrière Van Avermaet. C'est en général, en plus. Donc voilà, Sagan, est-ce qu'il va réussir à gagner à un moment donné, Alexis? Pourquoi pas, c'est faisable. Déjà sur Milan-San Remo par exemple, il peut tirer, il peut avoir sa chance, sauf s'il tombe sur Van Avermaet. Ouais, bah c'est la malédiction du. Attention, la malédiction du champion du monde. Du Est-ce maillot qu'elle est- arc-en-ciel. Voilà, c'est ça. est-ce qu'elle est de retour? C'est ça la vraie Le question. problème, c'est que même sans maillot arc-en-ciel, ça gagne, il y a la malédiction, quoi. Alors il gagnait énormément au début de sa carrière. Bah, après, il gagne toujours beaucoup, hein, faut arrêter. Oui, faut- oui, il gagne beaucoup, mais il fait énormément de fois deuxième, quoi. C'est impressionnant. Il gagne Aussi. presque autant de fois qu'il finit deuxième. Certes, C'est- certes. Et là, il a pas encore gagné cette année. C'est 0 victoire pour l'instant. Peterson. Ouais, Ouais, chaque c'est fois, 0 quoi. victoire. Je crois que Cyril avait une super stat. Ave. Non, en fait, c'est n'importe. J'ai lu à l'envers le truc. Ouais, voilà. Du coup, ouais. Donc, conclusion, Sagan ne gagnera pas Milan-San Remo. Ah voilà, les stats ont parlé, les mathématiques ont parlé. Enfin, moi, je dis Sagan, ça. Sagan, cette année, c'est quand même deuxième sur l'étape 6 du Tirreno derrière Van Avermaet, deuxième de l'étape 2 du Tirreno derrière Stibar, deuxième de l'étape 2 du Tour de San Luis derrière Fernando Gaviria, qui a d'ailleurs très bien performé sur ce Tirreno, et deuxième du général du Tirreno, une seconde derrière Van Avermaet. Donc à un moment, ça fait beaucoup. Ouais. Bah, en même temps, s'il débloque son compteur ce week-end, il va Et être très deuxième content. l'OHN aussi. Oui Deuxième aussi, Etnesblad, ouais. Ouais, effectivement, bon, voilà. Sagan, c'est quand même un coureur qui anime les fans de course. Peut-être que il se donne trop, hein, Sagan. Hein, Ça il gagne pas peut-être- beaucoup, quoi. Oh, Oh, Il a fait mieux que moi. Je pense que le tour de la question a été fait avec cette vanne. Je pense qu'il est temps de parler très rapidement du duel de sprinters, du duel de la nouvelle génération qui a eu lieu sur le Tirreno. Donc, comme tu as dit, Alex, Cavendish absent, mais Gaviria et Ewan étaient là. Et c'est ça, et il y a eu un duel entre les deux, gagné par Gaviria. Tu as dit révélation dans ta présentation, un peu exagéré, parce que Gaviria, on l'attend, il a déjà gagné face à des grands noms. ah non, j'ai pas dit révélation, il me semble pas que j'ai dit révélation dans mon... Tu ne maîtrises pas vraiment ta bouche, du coup, hein, parce qu'il me semble que j'ai entendu révélation, mon cher, mais bon. Ah, il me semble... Non, j'ai dit oui en parlant de Gaviria et Ewan, mais en général. Oui, bah là, il gagne sur du World Tour, même si Ewan l'avait déjà fait, sur la Vuelta l'an dernier. Ouais, non, oui, sur la Vuelta et sur le Tour Down Under cette année. Ouais. Ah oui, aussi, bien sûr, évidemment. Donc voilà, mais Gaviria, c'est sa première victoire au World Tour, il me semble. Donc Oui. voilà. Il montre que voilà, les espoirs placés en lui sont véritables. Donc quelque chose à dire sur cette jeune génération de sprinters? Je pense qu'on en parle à chaque podcast, mais si quelqu'un veut encore ajouter quelque chose. Mais au Ouais. final, sur ce Tirreno, ils ont eu qu'une occasion de s'affronter. Malheureusement, parce que là, c'était l'étape où que Gaviria gagne devant Caleb, justement, Ewan. Et après, la deuxième, c'était celle où il y a une cassure qui s'est fait, une échappée, et du coup, Gaviria était devant et s'est sacrifié pour les chances de général de Stibar. Et ensuite, Ewan avait gagné le sprint du peloton, mais c'était pour la 7ème place, je crois. Donc, voilà, il y a eu un affrontement gagné par Gaviria, et c'était un beau sprint d'ailleurs. Mais bon. Ouais, Ok, bon, ok. à voir, je trouve qu'Ethics ça fait un très bon deal quand même. Ils ont laissé partir Cavendish qui a rien fait sur ce Tirreno pour Gaviria. Bon. Cavendish, il revenait quand même des championnats du monde de. Ouais, Gaviria aussi, mais. Ouais. mais, Annulation Non. d'argument en une seconde. dans le sprint, justement, où il y a Ewan et Gaviria qui font 1 et 2, enfin 2 et 1 plutôt. Derrière Viviani 3 et Sagan 4 derrière. Mais Cavendish, on voit là enfin, j'ai vu le final et il roule, il prend un énorme relais à 1 km de l'arrivée, donc je sais pas, il s'est sacrifié pour Boissonade, non, je sais pas pour quelqu'un. Non, même pas, attends. Pour Dans le quelqu'un. classement, si Boissonhagen 15ème, tu parles de... Oui, mais ça gagne, ouais, je sais pas.
Bah d'ailleurs, Bossenhagen qui était meilleur que Cavendish sur le Tirreno et de façon générale depuis le début de saison. Hein. Bossenhagen, c'est le mec qui Ouais, revient bien. Place au chrono. Cavendish, Cavendish vous fera rager quand il gagnera Milan-San Remo. Eh ben parlons-en justement. Voilà, on conclut Tirreno et on va conclure l'épisode du podcast donc sur Milan-San Remo. Vos pronostics, qui c'est que vous voyez gagner? Donc tu parles de Cavendish, Cyril, vas-y, je te laisse continuer. À ton avis, qui va gagner ce Milan-San Remo? Non, mais je sais pas s'il va gagner, mais déjà, vu que depuis, ça fait quoi? Ça fait les deux dernières éditions, il y avait plus le même parcours que cette année, quoi. Il y a le même parcours que cette année. Et c'était des sprints en gros comité. Du coup, je sens le sprint en gros comité. Et bon, c'est pas forcément ce que j'espère, mais ça sent le sprint. Et en cas de sprint, bon, j'espère qu'il n'y aura pas de chute. Parce qu'il y aura quand même Boigny dans le sprint. Alors, Voilà, cette attaque gratuite là. Ah ouais, Euh, non, mais- Sagan, mais en cas de sprint, il sera là, mais bon, il sera pas premier. Je sais pas. Matthews, justement, si c'est trop groupé. Ah, peut-être qu'après, son équipe fera le job pour un peu essorer ça, mais si c'est trop groupé, je le vois pas non plus gagner. Peut-être Christophe qui reviendrait. Bon, Kittel, il passe pas un talus, donc il sera pas là. Ah, Ouais. La petite surprise Arnaud démarre. D'accord, ok, très La bien. petite grosse surprise même. Un peu de chauvinisme de ta part, y a pas de souci. Alexis, ton avis, ton pronostic sur Milan-San Remo? Van Avermaet devant Sagan. À Voilà. peu près. Ça, Juste pour la blague, je pense que ça c'est juste le pronostic blague en fait. Non, honnêtement, non. Bah, depuis le début de saison, la Van Avermaet, il a gagné pas mal de fois, ce qui n'est pas arrivé depuis le début de sa carrière. Donc, du coup, ça pourrait être son année et ça pourrait lui convenir comme parcours. Sagan, évidemment, bon, c'est une valeur sûre. Un instant que ça sprint et que ça monte un peu, il est présent. Christophe aussi, parce que bon, même si ce serait un retour d'après Cyril, il a quand même déjà performé en début de saison avec plusieurs victoires sur Oman et Qatar. Il a fait un mois de février, 5 victoires. C'est pas voilà. non plus, c'est pas si. On a l'impression quand on vous écoute avant l'émission, on en a parlé un petit peu. Vous écoutez, il avait rien fait au mois de février limite. Bah, c'est ce que je dis, justement, c'est l'inverse. Et oui, Christophe voilà. a fait un excellent mois de février. Non, mais je Ce parle. serait pas du tout un retour de gagner Milan-San Remo. Oui. Après, Boigny, il a fini 6 ou 7ème l'année dernière, donc s'il fait pas tomber les autres, il y a moyen aussi pour lui de s'en sortir. Et après, comme dit Cyril, moi je crois en Cavendish, j'aimerais bien qu'il la regagne, mais bon, j'y crois pas trop quoi. Après, il y a Nibali qui va essayer de faire péter le truc. Je pense qu'il avait les crocs là contre RCS, qui est aussi organisateur de Milan-San Remo, je pense. Donc il va essayer de les faire chier gagner et de leur foutre un gros bras d'honneur en arrivant là. Très bien, ouais. Voilà, toujours pirate. la délicatesse de Cyril dans ses propos. Alex, je te laisse parler parce que justement, je crois que toi aussi, tu mises un peu sur Nibali. Ah oui, mais moi je vois Jonas Santala devant Daniel Felipe Martinez. Voilà. Ah, Je déconne. Ah, je ok. déconne. Non. Novo Nordisk en force. Non, mais je pense que Nibali va mettre le feu dans la Cipressa et dans le Poggio. Le Poggio est toujours dans le parcours, je sais pas eu le temps de les- Oh oui, enfin, Ouais, il a toujours, toujours été- jamais ils enlèveront le Poggio. Ouais, donc Nibali, bah, je pense que Nibali a une grosse équipe avec lui, Agnoli, Capecci, Lutsenko, Luis Leon Sanchez et Lars Boom pour le plat. Donc il y a une grosse armada, ça va être un duel Astana-Sky, je pense. Puisque Sky a en Thomas, Kino, Kwiatkowski, Puccio, Rose, Stannard, Swift, Viviani. Donc ils ont amené l'artillerie lourde. Donc je pense à une victoire de Nibali devant Thomas et le peloton réglé par Matthews derrière. Il va Ouais. quand même casser le peloton. Hein, parce que- J'avoue, là, tu prévois une explosion des sprinters parce que pour que ce soit. Ah oui, non mais je pense pas que les sprinters ils ont eu l'occasion l'année dernière. Je pense que cette année, Nibali et Astana et Thomas et Sky vont faire tout péter dans les De dernières là, c'est ascensions. Thomas deuxième de Milan-San Remo quand même. Je sais Ah non, pas, il ça en me a paraît les assez capacités. osé quand même. C'est-à-dire qu'au sprint, tu vois Nibali gagner devant Thomas. Non, je pense que Nibali va mettre Thomas dans le vent dans la dernière ascension, puisque Thomas n'aura pas les capacités d'aller chercher Nibali. Pourtant, il a Et des puis, capacités Thomas. de poursuiteur. Remise en question du pronostic en direct. Ah non, je rigole. Non, mais ok, Ouais, très j'ai bien. jamais été un grand pronostiqueur. Faut voir mon classement dans les pronos, je suis 20ème. Donc, Ouais. J'ai vu aussi ton classement sur Rival. Ouais, c'est non, pas non, glorieux. non, mais la rival, ça compte pas. Moi, je tiens à dire que de toutes les personnes présentes ici, moi, je suis le mieux classé à Rival. Donc, techniquement, c'est ma voix qui devrait compter le plus quand je vais donner mon pronostic. Ce que je vais faire tout de suite. Moi, j'espère
que Hagen ne va pas travailler pour Cavendish, enfin ne va pas travailler aveuglément pour Cavendish, parce que Cavendish, moi je le vois même pas passer les difficultés. Bon, il est pas sur dernier. Ouais, non mais... Ouais, mais l'an dernier, Après, oui, il a... il a passé pour et encore avoir les jambes pour sprinter derrière. C'est ça, voilà. J'espère que Dimension devant. Data, L'année ils vont, dernière, il a fait ils 5 vont avoir une équipe avec 2 têtes, Hagen et Cavendish selon le scénario. Si ça explose un petit peu dans les montées, j'espère que Hagen aura sa chance. Parce que pour moi, il peut faire quelque chose, il revient bien cette année. Donc moi, je miserais bien sur Hagen. Même si Christophe, s'il passe... Gaviria. À Gaviria, on a oublié Stibar aussi, qui, si Gaviria, jamais ça Stibar, pète, il peut y Bolem. aller. ouais, Et aussi voilà. Et Gaviria, est-ce qu'il passe les bosses vraiment? Parce qu'il a un gabarit qui est plutôt Je sais très pas. petit, mais il y a des sprinters qui sont très fins, mais qui passent pas bien les bosses. Hein, Oui, non, il Cavendish. passe les Il bosses. a dit qu'il venait sur Milan-San Remo pour se tester. Gaviria. Ah, la bonne réponse qui prend pas de risque là. Après, C'est Cavendish, clair. il a gagné son Milan-San Remo sur sa première participation en 2009. Donc, Certes, certes. voilà. Oui, non, mais voilà, je viens pour me tester. Voilà, Costa ou Litchi. l'important, c'est les 3 points. On prend les matchs les uns après les autres. Après, il y a aussi un truc, c'est que ça fait 10 ans qu'il n'y a pas d'Italien qui a gagné, donc peut-être un petit Rital, un petit Viviani peut-être, Nibali ou Litchi. Non, Viviani passerait jamais. ou Litchi. Oh, bah, Ulici, Pozzato. Ulici, Pozzato. Ulici, ça peut être un concurrent si on est dans le scénario où ça explose vraiment, où c'est des gens comme Matthews Si, qui se rien retrouvent. Voilà, des gens. Parce que Ulici, il a une bonne petite pointe de vitesse. Si c'est un petit groupe qui arrive en puncher sprinter, il peut se mêler au Hagen, au Matthews, au Sagan. Pourquoi pas, hein. Pozzato. Southeast. Pozzato, Oui, il bien est- sûr. Potato, il y a je pense qu'il est. il est en bout de peu- course. Fini Pozzato. Ouais, C'est ça, non, un peu cramé. Quoi. Il est là juste pour faire la star pour dans le l'équipe. plaisir des fans. Ouais, c'est Exactement. ça, ouais. Bon, je pense qu'il est temps de se dire au revoir parce que on a un petit peu dépassé là, on a beaucoup parlé, c'était passionnant. Hein. Donc, Oui. le mot de la fin, je vous laisserai tous dire un mot à la fin. J'espère que je vais pas avoir le droit comme d'habitude à des blagues de merde. Donc, Alexis, Non, moi je voulais juste préciser que Groenewegen a encore fait 3 aujourd'hui. Voilà, je Voilà. passe mon poulain à chaque émission. c'est ça. Il a fait un pari au début de saison au pif, ça marche. il sait même pas Il pourquoi. faut Attends, voir mais le c'est le premier plateau pari que je derrière gagne. Dupont et Alvorsen, oh mon dieu. Ouais, voilà. Il n'empêche que c'est sa première saison, néo-pro, tout ça. Voilà, laisse-lui le temps. Laisse-lui le temps. Très bien, très bien. Cyril, un mot pour conclure. Et moi, pour conclure, il y a bientôt le Tour de Catalogne. Il y a 2 étapes qui vont arriver en altitude. Alors préparez-vous à Van Avermaet qui gagne le général. Voilà. D'accord, très bien. Alex, Mot de la fin, première participation, donc c'était très sympathique et donc j'espère pouvoir participer de nouveau la prochaine fois sur la prochaine édition. je ne suis pas sûr, tu m'as pas du tout convaincu. J'étais très, très déçu, très déçu. Non, je rigole. Pas de souci. En tout cas, tu es beaucoup plus pertinent que certains membres de ce podcast. Je ne citerai pas de nom. Alexis. Pardon. Non, mais les coureurs ils sont motivés. Hein, Cyril? Ouais, Cyril aussi nous a sorti. Ouais, bref. Ben moi, mon mot de la fin, je vais vous dire au revoir. N'hésitez pas à nous suivre sur iTunes, sur YouTube, et on se donne rendez-vous donc pour le reste du mois de mars, dans quelques semaines. Ciao. Ciao. Salut. Au revoir.